Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui dans les 32 previews du Foot US Media. Et aujourd'hui, nous avons les Denver Broncos, l'équipe qui a fait sensation l'année dernière. Et avec moi, pour ce faire, j'ai mon avocat qui est de la division, bien évidemment. Je parle bien sûr de Elvin. Comment vas-tu, Elvin? Salut Max, salut tout le monde. Écoute, je vais bien. J'adore parler de mes meilleurs ennemis. Donc là, j'avoue par contre que j'aime moins en parler ces derniers temps. C'était plus drôle les 10, 15 dernières années. Peut-être pas 15, 10 dernières années, c'était plus drôle. Là, on rigole un peu moins. Donc on va voir si on arrive quand même à taquiner un peu les fans des Broncos. Mais ouais, non, je suis super content de faire cette preview. Bon, ben ça marche. Je suis hyper content aussi que ce soit toi aussi. Et moi, à la présentation, en tant que grand fan des Denver Broncos, voilà. Et nous avons l'invité, un des membres du No Fly Zone podcast, le podcast en français des Denver Broncos. Nous avons Renato, le Denveriste sur X, très très important. Comment vas-tu, Renato? Ça va bien, merci. Bonjour Elvin, bonjour Max et bonjour tout le monde. Ça va bien. J'ai hâte de parler aussi des Broncos et content d'être avec vous. Bon, ben, si tu es content, ça va. J'espère que tu n'es pas trop stressé parce que l'avocat est quelqu'un de notre division. Renato, je sais que tu sais bien encaisser les coups. Que de T'inquiète, t'inquiète. l'amour. Voilà. Alors, on va pas perdre plus de temps. On va parler de cette équipe il y a quand même beaucoup de choses à dire vu l'année 2025 qu'a eu cette équipe-là, donc dans les Denver Broncos. On va bien sûr ajouter cette petite scène-là. Le titre Bonix a déjà conquis le Colorado. Renato, tu vas nous en parler. Parle-nous un peu du bilan de cette année 2025. Toutes les satisfactions, aussi peut-être les déceptions, même si c'est un peu plus court, les moments marquants, ce que tu as retenu globalement. Globalement, je vais commencer par les bonnes choses. On commence par ce qu'il y a de bien. C'est quand même qu'on a réussi à avoir un bilan de 14-3, alors que personne ne nous voyait là, hein, à ce niveau-là. Malgré, bien évidemment, un calendrier qui n'était pas non plus le plus compliqué de la ligue, mais quand même, il fallait les faire, les 14 victoires. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce bilan à Denver. Et, euh, et donc, c'était déjà un petit exploit pour nous. Aussi, le fait de battre les Bills en playoff. Donc, une chose aussi c'était un exploit également. Et on est allé quand même en finale de conférence. Donc, j'estime que quand même, on a fait un beau parcours. On a perdu un quarterback dans le parcours, mais dommage. Mais on n'a pas pu se défendre contre les Patriots de la meilleure des façons, mais c'est du passé maintenant. On va de l'avant. Et donc, on a eu quand même des bonnes choses. On a commencé la saison un peu de bonne façon. On avait un bon jeu à la course avec Dobbins. On avait un jeu à la passe un peu compliqué parce que drop depuis la pré-saison à la finale de conférence, beaucoup de drops. Je crois qu'on a été des franchises avec le plus de drops. Donc, La deuxième, ouais, exact. ouais, voilà. Je crois qu'il y avait les Jags avant. Et donc, c'est dire le niveau de. Enfin, en fait, on aurait pu faire plus. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense que. Enfin, on en parlera après, mais je pense qu'on a pris quand même les dispositions pour améliorer ce côté-là. Et les déceptions, c'est un peu. Déjà, la déception de ne pas aller au Super Bowl, c'était dommage. La déception aussi d'avoir perdu un peu le jeu à la course à la mi-saison quand Dobbins s'est blessé. On a vraiment pris un coup à ce niveau-là. Et aussi le fait des drops, enfin, pour moi, c'est la plus grosse déception parce que ça entache un peu le parcours de Knicks. Surtout que des fois, c'était des balles très, très faciles de catch. Et en fait, c'est dommage de perdre ça. Pour Nix, en fait, ça lui enlève de la valeur, hein, bien sûr. Mais pour nous aussi, en tant que fans, c'est frustrant de voir ça. Et, euh, et voilà, après, sinon, la défense. Enfin, j'ai oublié de parler de la défense, mais la défense, c'est notre. Enfin,
c'est la meilleure chose à Denver. Enfin, on se débrouille très très bien. Que ce soit dans le pass rush, dans la secondary, vraiment, il y avait un vrai danger. Je trouve, enfin, on a été l'équipe avec le plus de sacs de la saison. Donc, ça aussi, c'est à mettre en valeur du côté de Denver. Mais peut-être un petit défaut en linebacker qu'on parlera aussi tout à l'heure. Mais je trouve que quand même, c'était une des meilleures défenses de la ligue, pour ne pas dire la meilleure, parce que quand même, faut dire que les Texans aussi sont une très bonne défense, donc j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Enfin, c'est pas le débat du jour, mais quand même, une défense dont tout le monde a peur. Et ça c'est la réalité. Ok, bon ben t'as été assez complet. Elvin, toi, avec des yeux plus neutres, même si neutre, enfin voilà, parce que tu es de On va la dire ville, mais ça. voilà, comme tu as un peu plus de recul sur la franchise, qu'est-ce que tu en penses de cette saison de 2025, sachant qu'on avait un petit peu discuté ensemble, mais au début, on ne savait pas, il y en avait qui mettaient Denver premier de la division, alors que les Chiefs avaient été pendant 9 années consécutives champions. Il y en avait qui y croyaient, d'autres qui y croyaient pas. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé tout au long de cette saison? Non, bah alors moi je faisais partie de ceux qui croyaient à une amélioration, mais de là à être champion, je le voyais pas non plus. Après, je voyais pas la dégringolade des Chiefs non plus à ce point-là, donc ça a aussi un peu joué, mais on s'est rendu compte que finalement on a eu une division qui était moins. Bah, finalement, il n'y avait même pas photo en fait, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que Denver, ils ont gagné la division fair and square, quoi. Voilà, on n'en parle plus. La fin de saison, je trouve qu'elle est un peu biaisée, donc c'est difficile de se faire une idée dessus du fait de la blessure de Bonix. Moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas très hauts sur Bonix en sortie d'universitaire à Oregon. Je n'aimais pas trop sa manière de jouer et je n'étais pas sûr que ça allait traduire vraiment par un quarterback starter en NFL. Force est de constater que je me suis complètement planté parce qu'en fait, il est carrément de l'étoffe d'un starter et d'un bon starter. Qui plus est, je trouve que en fait, il prend les décisions intelligentes finalement. Il joue vachement avec sa tête, pas que avec son bras, pas que avec son physique. Et ça, je pense que c'est aussi du fait du coaching. Je trouve que Denver, c'est une équipe qui est bien coachée. Hein, ça peut être un peu une tête de con. Pour ceux qui l'aiment pas, votre coach, en tout cas, il peut avoir une grande gueule ou comme ça. Mais n'empêche qu'il connaît son boulot, quoi. Il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il fait. Donc, je trouve que ça s'est vachement ressenti aussi sur la progression à la fois des joueurs individuellement et puis du collectif. Votre défense, elle était injouable. Hein. C'était vraiment la pierre angulaire de votre équipe. Vous avez une star à chaque niveau de la défense. Vous aviez une star, sauf peut-être, si on sépare, on va dire, les outside linebackers des inside linebackers, voilà, ça peut être là où il y a une petite faiblesse, mais quand même, entre les secondaires avec Pat Surtain, qui est probablement top 2, allez, on va dire, pour faire chez personne, top 2 cornerback de la ligue. Et puis, moi, Zach Allen, que je trouve encore... que j'ai trouvé les 2 dernières années, on va dire, que j'ai trouvé monstrueux. Et puis, on n'en parle pas, mais quand même, il faut parler de ce qui fait la différence entre une attaque qui fonctionne et une attaque qui ne fonctionne pas, c'est la ligne offensive. C'est-à-dire que la ligne offensive, c'est ça qui dicte si ton jeu de course va fonctionner. C'est ça qui dicte si un quarterback, en particulier jeune, va réussir à s'installer dans un système. S'il n'a pas le temps de réfléchir, s'il n'a pas le temps de voir le jeu. Et on sait que le jeu se ralentit dans le cerveau d'un quarterback au fur et à mesure qu'il gagne de l'expérience. Mais pour ça, il faut quand même que tu aies le temps au moins de souffler un peu. Et voilà, votre ligne offensive, moi, je l'ai trouvée exceptionnelle, quoi. Et d'ailleurs, ça n'a pas ralenti. Je pense que ce sera encore, on en parlera plus tard, mais ce sera encore un de vos points forts, je pense, la saison prochaine. Donc, franchement, je trouve que vous avez montré une équipe qui était plutôt homogène dans le sens où tu n'avais pas un gros point faible qui pouvait vous crever, quoi, jusqu'au moment où tu perds ton quarterback. Et là, c'est quand même difficile, même si j'adore Sedam. Bon, c'était quand même difficile de continuer à batailler. Mais tu vois, le match contre les Bills, franchement, les Bills, ils sont quand même dans leur prime, voire fermeture de fenêtre. Tu vois, c'était vraiment leur année parce que les Chiefs ne sont plus là pour les éliminer. Tu te dis, c'est bon, ils ont une autoroute tout tracée. Quand même, tu les joues et tu les regardes dans les yeux et tu les bats, quoi. Donc, non, franchement, très belle saison.
Ouais, non, mais je pense exactement que comme toi, tu as aussi très bien résumé aussi, tu as parlé de notre ligne, et c'est vrai que Renato en a pas parlé, mais c'est très très important. On a une des meilleures lignes en termes de passe pro de la ligue. Et si je peux clôturer ce chapitre-là justement en glissant quelques mots, un moment marquant de la saison, en fait, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est on avait vu que on a un peu démarré tambour battant, hormis les deux premières défaites, mais on a su aller vite, hein, par exemple, en 7-2. Et les Chiefs, qui avaient un petit peu du mal dû au calendrier quand même, je trouve que le début du calendrier des Chiefs était vraiment très, très dur, quoi. Tu affrontes les Chargers chez eux, chez eux, entre gros guillemets, et puis après, tu as les champions en titre, tout ça. Et du coup, ils étaient un peu patraque, tout ça. Et le match contre les Chiefs, tu as de suite montré qui est le patron en termes de résultat final, je parle, car ce match, il aurait pu relancer les Chiefs directement. Parce que si toi, tu es en 7-3 et les Chiefs, du coup, ils gagnent, ils se rapprochent de toi et ils ont un match, du coup, ils reprennent l'avantage du terrain parce que c'était chez toi. Et là, tu gagnes les Chiefs, les champions de la division en titre. Et du coup, je trouve que c'est le moment bascule de notre division, je trouve. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de l'intersaison des Broncos pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait, s'ils ont bien travaillé durant cet été-là. Hop, on va mettre ça. Tac, 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 tac. Excusez-moi. Voilà. Hop, voilà. Alors, chose très très importante, nous avons un nouveau offensive coordinateur en la personne de Davis Webb. Davis Webb qui était le QB coach et qui a vraiment est un coach qui a fait des interviews pour devenir head coach. Et là, du coup, il n'est pas parti, il a juste été upgrade en tant qu'offensive coordinateur. Les re-signatures, il y a au moins 20 joueurs qui ont re-signé chez les Denver Broncos. Les plus marquants, c'est comme ici, Alex Singleton, Jaquan McMillan, Justin Stronad et D'Andrea Tillman. Les départs, il n'y a que en termes de starter, John Franklin Myers, notre D-end, notre ancien D-end, et l'arrivée, le gros boom trade des Denver Broncos, c'est bien sûr le wide receiver des Dolphins, Jalen Waddle, qui vient rejoindre son ami d'Alabama, Patrick Surtain. Voilà, Renato, qu'est-ce que tu en penses de cette intersaison? Et après, on Bah, parlera de la draft aussi. je trouve que l'intersaison, elle a été. Enfin, on prend les mêmes et on recommence. Je tiens juste à signaler qu'au départ, on a eu aussi Greenlaw qui est parti. C'est vrai, oui. Enfin, moi, c'était un joueur que j'attendais beaucoup la saison dernière. Parce que quand même un grand linebacker, surtout dans la couverture, ce qui nous manquait en soi. Et J'étais méga jaloux que vous l'ayez signé. Moi, je voulais ouais. laisser partir Bolton et signer Greenlaw. J'étais très très haut sur lui. J'ai pas compris pourquoi, hormis les blessures, j'ai pas compris pourquoi, même quand il est revenu, ça n'a pas C'était gelé. surtout Et les pourquoi blessures. peut-être, ouais, pourquoi peut-être pas essayer un peu plus longtemps. Je sais pas si juste rapidement vous voulez nous dire un mot là-dessus. Il ne s'entendait vraiment. Enfin, Sean Payton ne s'entendait pas avec, comment dire, l'esprit un peu tête brûlée de Drake Greenlaw. Et c'est pour ça que du coup, on l'a cut tout simplement. Parce que il y a vraiment, ça a été reconnu par des insiders, par Zach Stephens, tout ça, comme quoi Drake Greenlaw, vraiment, c'était une tête brûlée. Il essayait de. Enfin, Sean Payton aussi, il faut le dire, il a ses têtes, hein, on le sait, voilà, et Drake Greenlaw ne faisait pas partie de ses plans. Voilà. Ah, il aime bien Singleton, hein, on le sait, hein. Même Aussi. si, même si c'est pas faire de la couverture, il aime bien. Moi, je l'aime bien, hein, Singleton. Je trouve que ça rajoute un peu de l'expérience dans le collectif. C'est rassurant, mais je trouve qu'il manquerait aussi un peu enfin, un profil plus coverage qu'aujourd'hui on n'a pas dans Bah, en l'effectif. vrai, Greenlaw, quand il est en forme, il fait tout, hein. Enfin, Bah oui, c'est ça. c'était un Warner presque, un Warner, un Bis. sous-Warner, mais qui a Ouais. appris à côté de lui, les mecs, ils alternaient. Et du coup, le mec, il a mangé le cerveau de Warner pendant des années, tu vois. Athlétiquement, c'est quand même un monstre. Moi, je pensais que ça allait devenir vraiment une superstar en linebacker. Mais effectivement, Moi, je l'espérais. blessure et tête brûlée, ouais. Ça fait pas beau ménage.
Et sinon, Renato, parle-nous de cette arrivée, parce que ça a été, je pense, l'un des plus, si ce n'est le plus gros trade de l'intersaison, si je m'avance pas trop. Oui, Ouais. oui, bah, pour moi, c'était le gros trade, ouais. Waddle, pardon. C'était vraiment le profil qu'on avait besoin la saison dernière. Un, un receveur efficace, notre receveur numéro un, parce que Sutton, je l'aime bien, mais enfin, il était inconstant. Il y avait des catchs super compliqués qu'il arrivait à les faire, et puis des catchs super faciles enfin, je sais pas, il n'arrivait pas, et donc il était inconstant. Donc, pour un receveur numéro un, je trouve que le plus important, c'est d'être constant et d'être la valeur sûre de l'équipe. Et Waddle, ça nous ramène ça, déjà d'une. Ça ramène aussi, aussi enfin, par exemple, la saison dernière, il a fait 800 yards avec un QB que, enfin voilà, hein, pourtant il a failli toucher les milliards. Donc c'est pour se rendre compte qu'il est en forme et Après, il n'y a qu'il personne peut. d'autre. C'est vrai, À c'est qui... vrai, C'est-à-dire, quand c'est il y a vrai. un autre joueur à côté de lui, Tyreek Hill, il est plus receveur 1. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mais je pense que dans l'effectif justement des Broncos, il est quand même au-dessus. Parce que Tyreek Hill, on va se le dire, enfin, c'est quand même une légende du foot. Enfin, il y a l'à côté du foot que voilà, on on va pas mélanger, mais enfin, dans le foot, c'est quand même une légende, la Cheetah, comme il aime s'appeler. Et donc, c'est quand même normal qu'il était en dessous. Mais je trouve que justement, maintenant, il va pouvoir dire au monde entier, bah, je suis un receveur numéro un, en fait. Et il va s'intégrer. Et pour le prix qu'on a payé, je me dis, ça va, en fait. C'était pas non plus super cher. C'était raisonnable. Surtout cette année. C'est-à-dire que Oui, surtout voilà. cette année, tu regardes les receveurs qui sont sortis au moment du pic des Dolphins en fin de premier tour. Tu dis, est-ce qu'il y en a un où tu as autant de garanties que Waddle sur le niveau? Je dis pas les blessures, machin de Waddle, C'est mais ça. en vrai, c'est quand même des points d'interrogation à ce niveau-là en fin de première. Donc, Oui, il y avait beaucoup de sleepers cette année à la draft, mais pas beaucoup de valeurs sûres week 1 en fait. Enfin, même ceux qui ont été pris les premiers, pas sûr qu'ils soient vraiment week 1 les receveurs numéro un de leur équipe respective, tu vois. Donc je pense que on a fait une bonne affaire à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde était content, hein. Les Dolphins, les premiers aussi, hein. Ça permet d'engendrer des pics. Enfin, en fait, je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, on est en win now, donc on fait venir vraiment des gens expérimentés qui veulent gagner. Et puis, d'autres équipes, enfin, les Dolphins, permettent de se libérer. Et voilà. Donc, D'avoir plus de choses pour pouvoir passer à une reconstruction, c'est ça que tu veux dire. exactement, exactement. Oui, oui, tout à fait. Et toi, Elvin, t'en penses quoi globalement de la free agency? Si tu veux parler des départs peut-être qui t'ont chafouiné ou alors de ce gros trade-là, vas-y, je te laisse. non, moi je dis Greenlow, je l'aurais essayé une année de plus, mais j'avais pas le côté affect avec le coach. Mais moi tu te dis bon, tu le vires, tu l'as quand même signé, je crois pour 3 ans, il me semble. Tu le vires au bout d'1 an, en fait, en n'ayant pas vu vraiment ce qu'il a fait sportivement. Je me dis attention, tu passes peut-être à côté d'un diamant brut, mais voilà, blessure effectivement qui reste encore comme une épée de Damoclès de toute façon sur toute sa carrière, et le fait qu'il s'entende pas avec le coach. Bon, maintenant je comprends un peu mieux. Ça, c'est le départ qui m'a effectivement. Bon, je me dis, c'est con parce que ça va être un petit point faible quand même, je pense, le linebacker intérieur. Honnêtement, John Franklin Myers, tu vois, félicitations, bravo, tu vas chercher ton argent. Tu vois, tu peux rien y faire en fait. À un moment donné, le gars, il fait une très bonne saison. Je crois qu'il vous sort 7 sacs et demi. Voilà. Donc, quand tu as un intérieur qui te sort 7 sacs et demi, tu sais qu'il va probablement en année de. Voilà, où il peut aller chercher son contrat, tu sais qu'il va sûrement signer pour plus que ce que tu peux te le payer. Donc, moi, sur les départs, j'ai pas grand chose à dire. Sur l'arrivée de Waddle, moi, je dis, hein, franchement, vous aviez besoin d'un receveur 1. Il a probablement l'étoffe d'un receveur 1.
on l'a vu par moment, en fait, qu'il en avait l'étoffe. Et je pense que lui, il avait vraiment, comme tu dis, Renato, je pense qu'il avait vraiment envie de prouver que c'est un receveur 1 et qu'on lui. Quand tu vois que du coup sa concurrence en plus, c'est pas de la concurrence, c'est la complémentarité avec Sutton. En fait, ils sont pas du tout sur les mêmes zones du terrain, ni sur le même, ils sont pas du tout sur le même registre en fait. Je pense que ça peut vraiment geler et lui, il peut vraiment devenir enfin un receveur qui prend du volume, quoi. C'est-à-dire Sutton, niveau nombre de réceptions par match, ça dépend des matchs. Il fait vraiment des matchs où on voit que lui, mais c'est pas forcément le receveur sur qui tu vas tout de suite porter ton regard, quoi, même s'il est grand. Alors que si tu as ton Waddle sur qui tu peux te reposer, qu'il est là et tout ça, franchement, c'est une très bonne. Non, c'est un très bon pari. Au début, j'avais trouvé ça cher parce que tu te dis, tu regardes les autres joueurs qui sont partis pour le même prix, tu dis, hey, Jay Brown, il y a quelques années, machin. Et en fait, tu dis, ouais, mais Waddell, il est encore jeune. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais il a quoi, Il est à 26, 28, je crois. 27 27. 27, 28, il est dans cette tranche-là. Ouais, voilà. Ok, donc tu vois, donc il est franchement dans son prime, quoi. Après, par contre, c'est un joueur qui est susceptible aux blessures, et on en parlait juste hors enregistrement, y compris des blessures de soft tissue, donc, ou de fibres musculaires. Et ça, du coup, ça revient, ça peut revenir de temps en temps. Et c'est un peu le risque, en fait. Je sais pas. Je sais pas si vous avez quelques peurs, oui, sûrement, mais quelques réticences en te disant c'est une garantie sur le niveau qui est affiché, mais sur la disponibilité, tu vois, je sais pas. Ouais. Ben, en fait, le truc, c'est que quand l'année dernière, on prend Hufanga et Dre Greenlow, qui étaient deux personnes qui, lors des 2 dernières années, n'avaient pas beaucoup joué, je pense que là, on s'est dit, bon, écoute, on a vu que ça avait marché avec Hufanga, ça n'avait pas marché avec Greenlow, vas-y, on essaye. De toute façon, c'était déjà un joueur qui était visé par les Broncos lors de la trade deadline, mais je pense qu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour pouvoir discuter d'un prix, tout ça. Et même. Et puis les Dolphins n'étaient pas encore en mode on Voilà. de tout aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Et du coup, ben, ils demandaient 2 picks de draft, deux first, en fait. En fait, on le sait parce qu'ils avaient refusé pour les Bills. Et ils avaient dit aux Bills, justement, qui cherchaient Waddle, que c'était le prix, c'était 2 picks de draft. Du coup, Denver, ils n'allaient pas dire, oui, vous, on vous le laisse pour un pick de draft. Non, c'était le même prix pour tout le monde. Donc, du coup, voilà. Renato ou Elvin, celui qui veut parler un peu de la draft, pas des joueurs en eux-mêmes, mais un peu de la truc, on y va vite, comme ça après on pourra parler du calendrier bien en détail, des forces, des faiblesses. Renato, si tu veux te lancer, parce que je sais que tu as eu plusieurs avis sur notre draft. Donc, qu'est-ce que tu penses? Le jour même, enfin avant, j'avais projeté des joueurs que je voulais que les Broncos prennent. Le jour de la draft, c'était des joueurs que, en effet, j'avais regardé, mais je les voyais plus loin. En fait, j'ai l'impression que tous les ans, on prend des joueurs qui sont projetés tard, on les prend un petit peu plus tôt, mais au moins, c'est les joueurs qui sont choisis, qui sont voulus. On ne prend pas en conséquence, sauf Baron, on a pris le meilleur joueur disponible la saison dernière. Mais cette année, j'ai eu vraiment cette impression qu'en fait, on a pris des joueurs qu'on voulait vraiment, mais un poil plus tôt, j'ai l'impression. Par exemple, Onyedim, je l'aimais bien, mais je trouve que c'est quand même un joueur en développement. Et le prendre au 3e tour, risqué, mais après, on comprend parce que les Jags derrière, ils sont allés prendre son copain de Texas A&M, donc je pense qu'on ne l'aurait pas eu plus tard. Donc, en fait, j'ai bien aimé la draft, j'ai bien aimé aussi Jonah Coleman, même si j'espérais qu'on prenne un profil de running back différent. On est allé prendre le même profil que Dobbins, en fait. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, c'est juste dans une solution de Dobbins se blesse, on remplace par Jonah Coleman, on fait un comité comme ça, il y a pas, on pose pas tous sur le même joueur et on permet de conserver un peu le joueur. Donc, c'était plutôt intelligent dans la façon de faire. Et sinon, les deux tight ends, je les aime beaucoup, les deux tight ends. Et surtout, je pense que notre pièce plus importante, ça va être le guard de Boise State qui a fait des brèches pour Ashton Jeanty. Et je pense que c'est lui, plus tard, on va le développer en left guard pour potentiellement laisser partir Powers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il a baissé son salaire, il a restructuré son salaire pour qu'on mette de l'argent de côté.
Oui. Et Ouais, vas-y, juste pour te complémenter. Du coup, c'est que Casey, le guard dont tu parles, et en exactement, fait, comme notre O-line manque un peu de run profondeur. block, Ouais. et non de run block, parce que tu sais, il y a le pass Oui, pro, oui, voilà, et c'est il y ça. a les. Ouais. Comme on n'est pas excellent en termes de run block, aussi, ça va faire peut-être, on a pris ça pour potentiellement plus tard faire upgrade notre jeu de course, du coup. Oui, c'est vrai, tout à fait. Enfin, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé d'Ashton Genty. Et surtout, en fait, enfin, moi, ce que j'attendais vraiment à la draft et que je suis un peu déçu, j'attendais un linebacker de couverture jusqu'à la dernière journée, jusqu'au dernier pick, parce qu'on avait le monsieur Irrelevant. Et j'attendais vraiment un linebacker de couverture et bah, on l'a pas signé, on n'a pas signé. Donc, on a Euh, signé je- Murdoch. Oui, mais je te coupe, t'inquiète pas, ça va être Torian York. Oui, T'inquiète pas. voilà, voilà, voilà. Mais j'étais quand même un peu Notre déçu parce que couverture. Lunder Barton, qui a signé UDFA chez les Chargers, justement, nos rivaux à tous les deux, Elvin. York est meilleur Renato. Tu pourras screener ça si jamais je me Ok, trompe. ok. Bah, moi, Euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Lunder Barton, donc voilà. ouais. Mais on verra dans la saison. On lui souhaite pas, du coup, comme il est chez Oui, nos autres voilà, rivaux. voilà. Elvin, t'as peut-être un mot à dire sur la draft ou on passe directement aux forces Très, faiblesses alors, très rapidement, euh, pour moi, j'ai des petites questions sur drafter back-to-back, running back, une draft après l'autre, comme ça, sans vraiment savoir ce que ton running back a dans le ventre. Est-ce que c'est un désaveu complètement pour Harvey, du coup, le fait d'aller prendre Coleman? Est-ce que c'est en se disant que Dobbins ne va pas faire une saison entière? J'arrive pas vraiment à savoir, mais j'ai trouvé que vu la classe de running back de cette année, qui pour moi était un peu en dessous des autres années, peut-être. C'est pas pour faire injure à Coleman, hein, et ça se trouve, et ça va devenir un très bon running back, c'est vraiment dur de savoir. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas le moment c'est au quatrième, je crois que vous prenez Coleman, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est peut-être que, tu vois, bon, on a commencé par dire que vous n'aviez pas beaucoup de trous, mais peut-être que tu avais d'autres trucs à faire. Effectivement, aller chercher dans les tranchées, tu vois, quelque chose un pour un, d'aller choisir ou bien un lineman offensif ou bien un défensif plutôt, un pour un avec Myers, par exemple, tu l'as perdu, tu vas essayer de le trouver en 1%. Je sais pas. Après, le fait que les deux tight ends que vous avez pris là, je trouve que c'est plutôt bien vu en fait. T'as un tight end blocker là, que vous prenez presque à la toute fin. Voilà, à la toute fin. Monsieur Irrelevant, c'est lui, je crois, le tight end blocker Non, là. c'est le pick. En fait, on avait le 56 et le 57, ou le Ok, 55 et le d'accord. 56. Et du coup, c'est l'avant-dernier pick, hein. Ouais, bah lui, je trouve que c'est vraiment bien vu parce qu'en plus, avec le système d'attaque de Sean Payton, c'est essentiel en fait d'avoir un tight end blocker notamment pour votre jeu de course. Donc j'espère qu'il va faire votre 53 lui. Jolie, c'est Justin Jolie qui est Receveur. plutôt axé réception lui quoi, et qui du coup avec Ingram qui peut-être vieillit un peu, tu te dis bon peut-être dans un an ou deux il peut devenir au moins un tight end 2. Je sais pas si c'est des conneries ou si c'est comme ça que vous le voyez aussi. Donc j'ai trouvé que c'était pas con en fait de prendre ces deux tight ends là pour le coup, vu que là c'était vraiment un trou. Mais j'avoue que le premier joueur, moi, m'a surpris. Je l'attendais pas du tout là. Donc, à part ça, vraiment, on peut pas juger maintenant parce qu'on n'a rien vu. Ils n'ont pas joué un snap encore en NFL. Donc, C'est Ah oui, clair. non, mais c'est clair. De toute façon, la draft, comme c'est pas pour rien que ça s'appelle la loterie, c'est en fait, tant que les gens ils ne jouent pas, peut-être que tu peux être un peu enragé sur les postes, tout ça, mais si finalement tu as pris 7 mecs qui sont hyper forts, comme par exemple les Chiefs, ben, Elvin, tu es là, comme les Chiefs en 2022, ben, ça peut te faire aller au bout et pendant plusieurs années. Donc voilà. Avant de passer bien sûr comment dire, au schedule, on va faire les forces et les faiblesses. C'est pour ça que tu es là, Elvin. Je pense que ce serait cool d'entendre les forces que Renato, toi, tu nous vois lors de la saison prochaine et que Elvin vienne nous contrecarrer ça, à être le rabat-joie un peu du groupe en disant quelle faiblesse il voit et pourquoi. avec plaisir. Ah ouais, en plus, voilà. Donc, si c'est fait avec plaisir, il y a le petit bonus 0,5. Et du coup, voilà, du coup, ça sera des faiblesses qui pourront expliquer pourquoi ce ne sera pas finalement une saison soit Super Bowl, soit une saison premier de Div.
Voilà. Renato, les trois forces que tu vois de cette équipe-là, trois raisons de pourquoi nous irons au Super Bowl l'année prochaine pour toi, Renato. Bah, déjà, le pass rush. Donc, ça fait beaucoup, enfin, ça fait peur aux adversaires. Euh, Notre O-line, donc difficile à atteindre zone X. Et après, je dirais même Jaden Waddle, parce que enfin, ça va être vraiment notre pièce maîtresse pour cette saison, j'ai l'impression. Voilà. D'accord. Est-ce que Elvin, tu es plutôt d'accord avec les trois forces que Renato vient de développer? Bonix, je sais pas. On va voir. Il faut, pour moi, il faut vraiment qu'il confirme encore qu'il est capable de tenir, même si vraiment il fait une saison très Honorable. solide. Ouais, non, même solide, ouais, je pense. Bonix, je sais pas, mais en tout cas, c'est certainement pas une faiblesse. Je sais pas si je le mets dans les trois forces, mais c'est certainement pas une faiblesse. Et ça peut très bien en être une, ça je conçois. Il est revenu de sa blessure, Bonix, là, c'est. Ouais, il s'est déjà entraîné, il est apte, il lance, Ok. Enfin, il n'a pas l'air gêné en tout cas. Ouais, d'accord. Pour le pass rush, faut quand même rappeler que, bon, on parlait de John Franklin Myers, 7 sacs et demi, qui du coup est parti. De l'autre côté, tu as quand même, sur le côté, tu as quand même Jonathan Cooper, 8 sacs, qui lui est là, mais est-ce qu'il n'est pas sous le coup d'une suspension? Vraisemblablement, c'est quand même compliqué. Donc oui, tu as Bonito qui est stratosphérique, tu as Zach Allen, voilà, ça reste une force, mais tu perds quand même 15 sacs et demi là, si jamais Cooper est suspendu. Donc qui sera l'homme derrière Jonathan Cooper qui va step up? Est-ce qu'il sera du même niveau? Je sais que Max, toi, tu n'étais pas hyper haut sur Cooper et ça t'a pas affecté plus que ça de savoir qu'il y aurait une grande chance qu'il soit suspendu. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup fait comment dire, nos outside linebackers, même notre D-line, est plutôt axé pass rush. Même en fait, les gens de profondeur, par exemple, quand tu vois Renato, il aime bien Jonah Ellis, quand tu vois d'Andrea Tillman aussi, c'est peut-être des linebackers qui sont pas cités parmi les meilleurs de la ligue et à très juste titre, mais par contre, s'il y a un truc qu'on peut pas leur retirer, c'est que en fait, notre profondeur de pass rush est vraiment très très solide et c'est pas pour rien que on est premier pass rush de la ligue et en plus de très loin, donc vraiment au-dessus du numéro 2. Donc c'est pour ça que ça m'affecte pas non plus. Et John Franklin Myers, tu as très bien dit tout à l'heure, je pense exactement comme toi, très 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 très, très bon joueur, mais tu peux pas le payer tant dans une équipe comme ça quand tu as des Bonitos, Zach Allen, tout ça. Donc oui, c'est pour ça que je suis pas très très affecté. Et si je peux rajouter un truc, je pense que notre qualité, c'est pas forcément. Bien sûr que les joueurs, ils sont très bons et tout, mais je pense que c'est aussi dans notre schéma défensif, on a un schéma vraiment axé sur le pass rush. Que, en fait, par exemple, on a vu Roach et il est rentré en playoff. Il Contre a les fait Bills, contre les Bills, justement. il a fait 2,5 sacs. Voilà, dans un match. Donc, je me dis qu'en fait, on fait tourner la machine et c'est. Enfin, certes, je ne veux pas enlever de la valeur à Franklin Myers ni à Cooper, mais tu Non, mais remplaces. t'as raison. Un pass rush, c'est pas que la somme d'individualité, c'est aussi un système qui fonctionne, des stunts et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, on a bien sûr Jaquan McMillan qui a fait beaucoup de sacks cette saison, alors qu'il est que nickel cornerback. On a Justin Stronad, inside linebacker, qui fait aussi beaucoup de sacks dû au nombre énorme de blitz qu'on fait. Donc oui, c'est complètement ça. Elvin, du coup, je te laisse continuer. Toi, en termes de faiblesse, est-ce que il y a des choses qui te semblent vraiment, tu te dis, ok, ça c'est le point faible de cette équipe et les équipes en face peuvent justement jouer sur ça. Ouais, pour moi, je pense que c'est le plus évident et on en a déjà parlé. C'est vos linebackers intérieurs, je pense. Et comme tu as dit, notamment en couverture, Singleton, moi j'aime bien le joueur, j'aime bien son histoire, tout ça. Mais la saison dernière, c'est quand même 122,9 de QB rating quand il est visé en couverture.
Donc sur 22,9, c'est beaucoup. Quand c'est au-dessus de 100, c'est que c'est pas bon, quoi. En 20, ouais, je te l'accorde, c'est un énorme chiffre. Voilà, c'est ça, c'est presque un match parfait du QB. Donc voilà, on sait ce que c'est dur de trouver un Mike linebacker qui peut couvrir aussi. Donc Strenad, c'est comme ça que ça se dit, je suis pas bien sûr, il y a bien trop de consonnes dans ce nom-là. Il a été payé comme un starter. Est-ce que c'est un starter? Je sais pas. En tout cas, il a été payé pour être starter, mais est-ce qu'il l'était la saison dernière de facto, par intermittence? Moi, si tu veux, je peux te répondre, mais Renato, si tu veux lui répondre, pour moi, c'est clairement un starter. Il était même un peu sous-coté et il nous a vraiment fait du bien. Il y a, par exemple, je te dis un exemple comme un autre, le match contre les Eagles. En fait, il n'est pas starter et c'est quand il rentre sur le terrain que le match bascule parce il fait ses plays en plus et c'est un dur au mal. Il est dans le hustle, etc. Donc, moi, je suis pas mécontent. Mais ça reste encore peut-être des linebackers qui sont plus dans le. Exactement, c'est un will. Comme tu as dit, notre Mike, on n'en a pas. Donc c'est ça. Donc du coup, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent exploiter ça? Je sais pas, des équipes qui ont encore des forces ou dans le slot ou avec des tight ends, par exemple, je sais pas. Même des tight ends ventripotents de 37 ans, qui sait. Voilà, ça peut peut-être être exploité, espérons-le. Moi, ça c'est une des faiblesses que j'avais repérées. Et puis une deuxième faiblesse, je sais pas à quel point j'ai confiance en Evan Ingram pour être votre tight end starter. La saison dernière, on parle de 42% de snaps joués. C'est pas beaucoup quand même pour ton vraiment tight end 1. Alors apparemment, il fait un bon début de camp, là, j'ai cru lire ça. Donc Oui. tant mieux, franchement. Après, il est plus tout jeune. Un joueur qui a toujours été vraiment là, de qualité. Mais est-ce que c'est vraiment le tight end dont Bonix pourrait avoir besoin dans les matchs où c'est un peu tendu, où tu as besoin d'avoir une petite soupape comme ça, du mec qui te donne les 3 yards qu'il faut tu vois, je suis pas sûr. Et l'année dernière, je crois que c'est un touchdown, enfin une fois, ouais, il me semble, ouais. Oui, exact. Moi, j'en attendais beaucoup. Je l'ai drafté pas mal en fantasy parce que je me suis dit, ça y est, ça devient le tight end de Bonix, c'est bon, c'est réglé, quoi. Et en fait, grosse déception, j'ai trouvé. Donc derrière, c'est quand même jeune, quoi. À moins que, je sais pas, est-ce que vous allez signer un autre tight end pour. Est-ce que Jonnu Smith est encore libre? Moi, Je crois, ouais. je le verrais bien chez vous, tu vois, un mec qui peut à la fois bloquer quand il faut et puis qui apporte quand même une solution en réception. Parce que moi, ouais, Evan Ingram, pour moi, j'ai une petite incertitude sur lui. Sur notre tight end room, en gros. Ouais. Sur notre tight end room, on a déjà 7 tight end. On vient 8, de drafter, je crois même. 7 ou 8, mais c'est beaucoup. On vient de drafter deux tight ends là. On a drafté un basketteur la saison dernière. Donc franchement, la room est remplie. Peut-être elle n'est pas remplie de qualité. C'est bien ça le problème. Et je tiens à signaler qu'Ingram, il a autant de touchdowns que Crum, notre right tackle. Remplaçant. Et ben voilà, ça c'est la classe. Donc voilà, donc ça laisse à désirer, c'est clair. Mais j'espère que cette année, avec notre nouveau offensive coordinateur, ça va changer les jeux, parce que les jeux de tight end la saison dernière, c'était vraiment pas les meilleurs jeux à appeler en fait. Ah ouais, en fait, juste pour vraiment clôturer ça, j'ai l'impression, moi, Renato, tu me diras si c'est vrai, mais qu'en fait, tous les petits jeux qui sont normalement faits et schématisés pour des tight ends en tant que, par exemple, gagner, comme tu disais, Elvin, gagner 1 ou ce 2 yards là que tu vas lancer du Travis Kelce, toi, que tu connais très bien. En fait, nous, c'était Courtland Sutton qui était obligé de jouer le tight end et du coup, qui était un peu notre sauveur par moment. Parce que sinon, hormis lui, un mec de grande taille qui s'est catché des ballons et qui est plutôt solide, vraiment, il n'y en avait aucun et Ingram ne faisait pas son job et les Trotman et tout ne sont pas suffisamment c'était peut-être justement une faiblesse, en tout cas l'année dernière, c'en était une. C'était votre room de receveur hors Waddle. Mais tu mets Waddle de côté. J'ai trouvé qu'il y a des receveurs qui avaient commencé à montrer des choses et puis qui ont baissé un peu de niveau. Tu vois, moi, des mecs
Bah voilà, c'est à lui que je pensais, tu vois. Je me dis, ah bah ça y est, enfin, tu vois, il se révèle. En plus, il connaît un peu Bonix, quoi. Ils ont joué ensemble, il me semble. Ah ouais. Oui, Ouais, oui, oui. Oregon, ouais. Ouais. Les deux, c'est Oregon, les deux, ouais, c'est ça. Donc, et puis en fait, je sais pas, je trouve il s'est un peu éteint comme ça. T'as des mecs, pareil, que t'as commencé à voir, Mims, par exemple, que tu voyais, mais finalement, que t'as presque plus vu. Je crois que c'est lui le retourneur aussi, il me semble, chez vous. En tout cas, il a retourné un peu. Non, Euh, c'est lui le c'est numéro lui, bon, 1. bah Ah voilà. ouais, c'est lui. Tu vois, je me dis, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus. Et du coup, en dehors de Sutton, qui pareil est plus tout jeune non plus et c'est vraiment un profil de receveur qui est très très particulier, hein, qui crée pas beaucoup de séparation. C'est un Par X. contre, il est tellement grand que du coup, il arrive il a des très bonnes mains. Mais habituellement, ce genre de profil, quand ça sort d'universitaire, type Denzel Boston, tout ça, peut-être un peu moins même, avec un peu moins d'explosivité que Boston, généralement ça perce pas en NFL. Et lui, il en a fait carrière en fait, quoi, d'avoir des super bonnes mains, d'avoir un timing voilà, précis et tout. Et en dehors de ce type de joueur là, je trouvais que c'était un peu vide. Donc pour moi, votre room de receveur était une faiblesse. Et Waddle, s'il est là, s'il est le joueur qu'on annonce, comble cette faiblesse là. Donc c'est pour ça que c'est peut-être une faiblesse qui n'en est plus une, en tout cas à l'heure du training camp. Ouais, ben oui, moi je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit en termes de force et des faiblesses, et je pense que ça sera ça, soit ça sera grâce à ces forces-là qu'on va soit toucher au Super Bowl, ou alors encore une fois aller un peu loin, ou alors à cause de toutes ces faiblesses que tu as dit, Elvin, là, que ben on ne saura pas être bon et clutch dans les bons moments. Après, la plus grosse faiblesse, juste pour terminer, ça reste le fait que vous êtes dans la division des Chiefs. Ça, bon vous n'y pouvez rien. Bon, ben on n'a qu'à J'ai- repasser dans 100 ans. C'est ça. J'ai une autre faiblesse qui n'en est pas forcément une, mais c'est aussi une chose qui nous a porté défaut, c'est les Running back, flags, hein. Ah oui, les flags, ah oui. Ouais, les flags. Les flags La l'année discipline. dernière, c'était. Les Oui, gars, voilà, la vous discipline. payez pas assez aussi. Vous payez pas assez. À un moment donné, il faut casser le compte en banque si vous voulez réussir. Ah, vous savez de quoi vous parlez. Le running gag qui dure, tout le temps. Bien sûr. Passons au calendrier. Alors, Elvin, toi, t'as pas fait. Moi, je l'ai fait, donc je peux te le dire. On a fait la preview avec Joe des Chargers. Le calendrier de la AFC West cette année, C'est costaud. c'est quand même une folie. Je vais te lancer toi, Elvin, directement. Qu'est-ce que tu penses de ce calendrier? Et on veut, dans ces previews-là, comme toutes les autres previews de toutes les autres équipes, on veut un score pour toi, ta prédiction suite à ce calendrier-là. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin? Ouais, non, mais de toute façon, c'est la FC West, ça va être relevé, hein. Franchement, c'est pas une mauvaise. Bon, alors, on est toujours un peu en réserve avec les Raiders, mais qui sait, ils se renforcent chaque année. Et puis, moi, je suis pas aussi négatif que tout le monde sur les Chargers. Moi, j'y crois un petit peu à ces Chargers-là. J'aime beaucoup Mike McDaniel, donc moi, je pense que il peut vraiment apporter ce qu'il faut à leur attaque aux Chargers. Donc, franchement, ça va pas être une division facile à gagner. Et en vrai, c'est presque mon équipe des Chiefs sur laquelle je suis le plus négatif. Mais peut-être voilà, on est plus dur avec ceux qu'on aime, mais pas facile. Après, vous avez une bye week qui tombe au bon moment, je trouve, c'est nickel. Tu as une bye week juste avant de jouer un adversaire de division, week 10, voilà, c'est pas trop tôt. Mais vous tapez les Bills, vous tapez les Patriots, les Seahawks dès le début. Ça va être compliqué. Après, vous avez quand même des matchs, normalement, Carolina, Miami, les Jets, normalement, les Cardinals, quand même. Enfin, tu as quand même des matchs où c'est presque, tu peux mettre une win direct sans rapide. Les Cardinals, moi, je les vois vraiment mais faire une saison atroce cette année. Donc, Dolphins, bon, on n'en parle pas. Les Jets, c'est les Jets. Donc, non, franchement, oui, c'est relevé. Là, par contre, la manière dont le calendrier est fait, je trouve que ça tombe plutôt bien. Vous nous jouez assez tôt en plus, donc ça veut dire que Mahomes, il ne sera pas encore à 100%, on imagine. Vous avez vu, je prépare déjà les excuses si jamais on perd week 1. Bien vu, c'est très smart. Ouais, attends, toujours l'expérience. Non, mais tu vois, c'est toujours, je pense, c'est toujours mieux de nous jouer tôt que de nous jouer quand on est en mode, quand on commence à lancer la machine pour les playoffs, si playoffs il doit y avoir. Donc, pareil, les Rams, on n'a pas cité, mais les Rams, vous les jouez en début. Moi, je trouve que c'est mieux de jouer les grosses équipes au début
parce que c'est à la fin que tu es en train de compter vraiment les derniers petits points qu'il te faut pour essayer de voir en pourcentage, pour te qualifier en playoff et tout. Donc, je trouve que ce calendrier est plutôt bien construit en votre faveur, en fait. Surtout que les Rams, ils commencent généralement doucement la saison aussi. Au début, ils ont un peu du mal et après, ils lancent la machine. Et donc, je l'ai joué au début, c'est une plus-value quand même. Et juste, Elvin, soit tu me le dis maintenant, soit après, quel est ton petit prono pour pour le résultat en gros, je sais pas comment on dit. Ouais, bah écoute, je pense que franchement, je suis en train de regarder les matchs que vous allez pouvoir. Moi, je pense que je vous vois au moins sur un 11-6, on va dire. C'est honnête, vu le calendrier. Renato, c'est à toi de nous parler. Bon, on a fait, Renato, notre petite preview sur le No Fly Zone podcast du calendrier. Juste pour ceux qui sont en podcast, je répète le calendrier. Week 1, nous nous déplaçons chez les Chiefs. Week 2, nous recevons les Jags. Week 3, nous recevons les Rams. Week 4, nous allons chez les 49ers. Week 5, nous allons chez les Chargers. Week 6, nous recevons les champions de titre, les Seattle Seahawks. Week 7, les Cardinals chez eux. Week 8, les Kansas City Chiefs, le match retour à la maison. Week 9, contre des Panthers là-bas. Bye week, lors de la week 10. Ensuite, comme a dit Elvin, un peu plus tranquille, les Raiders chez eux, les Steelers à la maison, les Dolphins à la maison, les Jets à l'extérieur, les Raiders à l'extérieur, les Bills à la maison, les Chargers, les Patriots, les New England Patriots, ceux qui sont allés au Super Bowl lors de la week 17 chez eux. Et le dernier match de division contre les Chargers à la maison. Renato, à toi. Bon, je vais être bref. Je vois quand même des matchs où on va galérer. Rams, même 49ers, Seahawks, ça va être des matchs très, très compliqués. Je pense qu'il y aura un match des Chargers qu'on va perdre parce que tous les ans, c'est comme ça et que, enfin, comme a dit Elvin, c'est quand même une bonne équipe. Faut pas sous-estimer et enfin, je reste convaincu qu'on pourra les perdre. Et après, c'est le match contre les Bills, vraiment, où en fait, OK, on a gagné contre eux au playoff, bah là, je pense que. Enfin, je préfère perdre un match de saison régulière que de perdre un match de playoff. Et pour eux, ça ferait une belle revanche. Et de toute façon, faut perdre des matchs dans la saison. Donc, non, et puis ça se fait très bien contre Buffalo, ça. Franchement, ils sont très arrangeants là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. C'est quoi déjà 5 victoires contre les Chiefs en saison régulière, mais 0 en playoff. C'est ça, je crois que ça dit comme ça. Voilà. Donc les Bills, ouais. Josh Allen, voilà. Ok, et t'as un petit. Toi, t'avais dit quoi déjà Moi j'avais dit 12-5. D'accord. Okay. 12-5, ça me semble plutôt correct. Enfin, il y en a certains qui disent 13-4, mais 12-5, je trouve que de toute façon, on va perdre des matchs, donc c'est pas un problème. Ok. Nous touchons presque à la fin de ce podcast et pour terminer, on va avoir les attentes et ce que Renato il aurait fait lui s'il était à la place du GM. Mais comme tu vas faire les deux en même temps, Renato, je préfère laisser la parole à Elvin sur ce qu'il attend des Broncos. Enfin, pas en tant que rival, mais plutôt en tant que de fan de football. Si toi, tu étais vraiment neutre, tu attends les Broncos où cette année? Moi, j'attends Bonix top 10 quarterback confirmé. Voilà. Là, comme ça, c'est fait. Vous êtes dans les favoris de l'AFC, mais une équipe est toujours aussi bonne que le niveau de son quarterback. Donc moi, je veux vraiment voir un Bonix à l'aise derrière une O-line solide. Enfin, je veux pas le voir, mais c'est ce que pour que ce soit confirmé, c'est ça que pour moi doit arriver. Et puis je sais pas, une saison complète de Waddle, à mon avis, ça va vraiment être peut-être je me répète un peu, hein, mais pour moi ça peut vraiment être le jour et la nuit si vous avez ce receveur 1 là qui confirme les attentes qu'on a en lui. Pour moi c'est le facteur X en fait quoi. C'est ce joueur là. Est-ce que ça peut être le duo Nix Waddle? Est-ce que ça peut être est-ce que c'est juste un highlight d'un catch à une main ou est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est toute une saison où vraiment il y a vraiment un duo qui s'est créé quoi? Et je pense que c'est là-dessus que va se jouer aussi. On n'a pas trop parlé de votre jeu de course parce que
je sais pas trop quoi attendre. C'est un peu C'est mid. ce monstre à 3 têtes, mais sans avoir un qui sort peut-être Dobbins, mais bon. Donc ouais, moi c'est là-dessus que pour moi la réussite des Broncos va se jouer. Ok, ça marche. Tu nous juste Elvin, là il y a Renato qui va faire. Tu nous dis si jamais tu dois partir, tu nous le dis et je te voilà. Renato, toi pareil, tes attentes, parce que je pense que tous les trois on dit playoff. Et qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu aurais fait pardon si tu étais GM? Bah, déjà, concernant les attentes, moi, les attentes, c'est vraiment qu'on passe un step, en fait. En fait, on ne nous voit plus comme des outsiders, mais comme des prétendants vraiment au titre, parce que j'ai l'impression qu'on nous sous-estime à toutes les saisons. Et Bonix, en fait, est la première victime. Donc, je rejoins Elvin, vraiment que Bonix s'impose et qu'en fait, on arrête de sous-estimer Bonix, en fait, tout simplement. Et j'espère, oui, aller jusqu'au Super Bowl. C'est vraiment les attentes principales. Je pense on est vraiment dans un win now. Et bah, qui dit aller au Super Bowl, c'est aussi les gagner. Et si j'étais GM, en fait, je pense que en fait, je ferais venir vraiment un linebacker intérieur vraiment pour le coverage. Parce que c'est vraiment notre point faible. Enfin, on est dans une ligue qui utilise de plus en plus les tight ends. Et je vois pas pourquoi on n'améliore pas ça. Tout le monde va se servir de ça contre nous. On va galérer avec ça, surtout qu'on va jouer des équipes qui ont des super tight ends. Même les Cards, ils ont McBride. Les 49ers, ils ont... Et des slot receveurs aussi. On voit que les receveurs slot, qui avant, il y avait une hiérarchie entre le X et le slot. Là, on voit que tu as des slots qui se font payer autant que... ou en tout cas, les stars jouent maintenant à 50% dans le slot. Des Pukanakwa, des JSN. Amon-Ra St. Brown. Il y a Amon-Ra St. Brown, encore plus. Les mecs, ils jouent autant dans le slot que sur l'extérieur. Donc, ça a intérêt d'être fait. Hein. Donc oui, voilà, on aura beaucoup d'équipes qu'on va jouer qui auront des joueurs dans ce calibre-là et que en fait, ça sera... Enfin, on sait que ça, on va perdre des yards à ce niveau-là et c'est dommage qu'on n'ait pas anticipé ça en prenant un joueur de qualité. Enfin, Torrenier, que j'aime bien, c'était un bon joueur, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il n'a pas joué un snap encore, donc et il a été UDFA, donc aussi, il y a beaucoup de facteurs c'est pas rassurant pour la saison. Donc j'aurais plus mis une assurance là-dessus en prenant, je sais pas, par exemple un Kyle Lewis à la draft. C'était un petit peu plus rassurant à ce niveau-là, niveau couverture, je parle. Donc voilà. Mais après, sur le reste, je suis totalement d'accord. J'avais pas les mêmes projets. Par exemple, pour le running back, je voyais un running back plutôt grand pour avoir des différents types de running back. Mais je comprends le move de prendre des running backs la même taille, même poids, même calibre. Comme ça, en fait, on fait tourner et on a le même style. On garde le même style. Donc, je vois j'ai la vision pour les Broncos et j'espère qu'on va aller loin, vraiment. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup Renato, merci beaucoup Elvin. Merci à vous. Nous avons fini ce podcast sur la preview des Denver Broncos. Je vous rappelle bien sûr de vous abonner un maximum à la chaîne du Foot US Media. Elvin, Chief in Brittany, allez le suivre sur X. Renato, le Denveriste, mon coéquipier de podcast aussi. Allez le suivre. Et surtout, allez écouter le podcast des Chiefs aussi, How Bad Do Chiefs, qui est vraiment un très très bon podcast. Et ça me fait mal de le dire parce que je suis leur ennemi numéro 1. Merci. Très très bon podcast. Et allez aussi nous suivre dans le No Fly Zone podcast, le podcast sur les Denver Broncos. Elvin, Renato, merci à vous et passez une bonne soirée. Merci les gars, ciao. Allez, ciao.